Bonjour et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Au programme aujourd'hui, Remco Evenepoel à Red Bull Bora. Et si aussi le vélo idéal de 2025 était en fait un vélo de 2005. Et oui, quand on feuillette les nouvelles règles UCI, on a l'impression de voir un catalogue des années 2000. On va parler de tout ça. Et comme vous le voyez, je suis tout seul aujourd'hui. Et vous le savez, quand Max n'est pas là, c'est qu'il nous prépare un très gros coup. En parlant de Max d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo sur la Race Across France parce que toute l'équipe a fait un travail formidable. Yo au montage et bien sûr Max sur le vélo. Ils se sont beaucoup donné, le résultat est absolument époustouflant. Donc allez jeter un œil, c'est vraiment captivant comme vidéo et surtout il nous prépare la prochaine et pour cette fois, il est allé loin puisqu'il est actuellement au Tadjikistan sur la Pamir Highway. Je vous en dis pas plus pour pas gâcher la fête quand la vidéo sortira. On pense bien à toi Max et nous on va lancer ce GCN Show pour de vrai. Alors les règles UCI on en parle beaucoup et ça a fait couler beaucoup d'encre pendant les Tours de France. On va voir l'impact que ça peut avoir sur nous, notre pratique qui ne sommes pas sanctionnés forcément par les règles UCI. Et contrairement à la voiture, où ce qui se passe en F1 a finalement très peu d'impact sur ce qui se passe au quotidien au volant, eh bien en vélo, ce qui se passe chez les professionnels, ça redescend tout de suite chez nous. Alors parfois c'est un problème quand ça augmente le prix des vélos et que ça nous impose des technologies dont tout le monde ne veut pas, comme l'électrique ou le disque. On sait que c'est des débats qui font encore parler énormément. Mais là, c'est l'inverse qui va se passer parce que l'UCI restreint énormément et en fait, on se demande un petit peu pourquoi. L'UCI veut restreindre la taille des cintres, veut restreindre la hauteur des roues, veut restreindre les braquets, veut restreindre les casques. Pas de nouvelles à l'heure actuelle sur les textiles si ce n'est les couleurs. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Et surtout, une grande question, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas leur avis aux coureurs eux-mêmes et surtout aux coureuses elles-mêmes? Et oui, en effet, ces règles ne sont pas basées sur les gabarits ou quoi que ce soit, c'est complètement arbitraire. Est-ce que ces règles répondent réellement aux dangers que doivent affronter les coureurs? Eh bien, rien n'est moins sûr. Et sans doute la goutte d'eau, ça a été les casques de chrono utilisés sur la route. Ça, on a senti que c'était pas du tout passé. Alors d'un point de vue esthétique, on le comprend. D'un point de vue sécurité, est-ce qu'on a vu un coureur tomber parce qu'il avait un casque aux formes aérodynamiques? Rien n'est moins sûr, c'est même très peu probable. On avait vu la marque POC aussi faire un casque de chrono, ni plus ni moins, mais estampillé pour la route, et ça, c'était passé. Par contre, quand on a mis un casque estampillé chrono en course en ligne, alors là, ça a fait tout un remue-ménage et ça a déclenché une série de mesures, comme par exemple réduire la taille des cintres. Il faudrait que ça fasse 40 cm minimum extérieur en haut et 32 en bas, sauf que ça, c'est très bien, pourquoi pas, et ça convient à finalement pas mal de monde de réélargir un petit peu les cintres, mais les petits gabarits. Les petits gabarits sont handicapés et c'est pas en rajoutant un cintre de 44 cm à Sarah Gigante par exemple, on parle souvent d'elle, dans ces cas-là qu'elle va mieux descendre. Elle a des problèmes en descente et ça va pas se résoudre parce qu'elle met un cintre plus large. Elle a déjà le cintre très large pour ses épaules. Et surtout, on a déjà vu des cintres très étroits, notamment sur la piste, on n'a pas vu une augmentation du nombre de chutes. Et oui, tout simplement, il aurait fallu faire une moyenne entre la diminution de la taille des cintres et voir si les chutes augmentent, et en fait c'est pas du tout le cas. Et pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, ça veut dire que les plus petits gabarits, alors les femmes, mais pas seulement, ça veut dire que ceux qui ont des petites épaules, que ceux qui aiment avoir les épaules un petit peu rentrées, ne vont à terme plus pouvoir le faire, tout simplement parce que les marques ne vont plus produire ces cintres très étroits ou plus étroits, parce que si les pros ne l'utilisent pas, ça va moins se vendre, et donc il faut faire des choix, on ne peut pas produire toutes les tailles de 30 à 50 cm, et donc les marques vont tout simplement arrêter de proposer des vélos en première main avec, et ils vont devoir soit changer complètement de système, et au lieu de bénéficier d'un joli combo qui va avec le vélo, on va être obligé de changer, de mettre des pièces rapportées en post-market. Et finalement, ça va faire beaucoup de mécanique, à condition que les pièces soient trouvables, ce qui n'est pas du tout gagné. On va avoir le même problème. Alors les braquets, c'est peut-être un moins gros problème parce qu'effectivement, ça risque d'être limité à 54-11. On est assez peu nombreux à rouler en 56 ou en 58, donc ça, c'est discutable pour les courses UCI et pour la sécurité que ça va sans doute pas amener. Mais pour nous, ça a quand même beaucoup moins d'impact. En revanche, les casques, par exemple, si on veut rouler avec un casque, il va falloir estampiller chrono et route. Je reprends l'exemple des jeunes ou l'exemple des compétiteurs amateurs. Ça va nécessiter énormément de matériel à un moment donné si on doit avoir un casque pour tout, alors qu'on pouvait peut-être avoir un casque route plutôt aéro qui allait sur le chrono. Bon, c'est quand même pas indispensable de réduire ça, du moment que la visibilité est bonne, du moment que le poids est raisonnable et que ça permet pas, que ça ne crée pas une fatigue excessive de la tête. Finalement, que ça plaise ou non à l'UCI derrière, c'est pas tellement le problème. Les roues par exemple, ils vont interdire la hauteur des roues. On n'aura plus le droit de mettre des roues de 80 mm sur la route. Effectivement, ça concerne peu de personnes, mais là encore, ça concerne quand même certaines personnes. Ça concerne des triathlètes, des gens qui habitent dans des régions plutôt plates, ça concerne des pistards. Si on ne produit plus de jantes, de cerceaux de jantes de 80, ça va avoir un impact sur des pratiques entières comme le triathlon, le chrono, la piste. Et nous, on n'a rien demandé. Nous, on ne fait pas forcément des courses UCI. Quand il y a un vent à décorner les bœufs, on ne sort pas. On ne roule pas dans des pelotons de 160 coureurs.
Donc finalement, est-ce qu'on avait besoin de cette interdiction-là? Non. Alors que d'un autre côté, une technologie comme le hookless, sur laquelle on n'a absolument aucun recul, et qui a comme avantage principal de réduire le coût et la complication de la fabrication, donc c'est un avantage uniquement pour les fabricants à la base, pas pour nous, pratiquants. Ça, c'est autorisé, on voit des déjantages réguliers, on n'est pas sûr à 100% de la sécurité liée à cette technologie, qui est encore méconnue et souvent mal employée. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on peut l'utiliser et ça n'a même pas fait débat à l'UCI. Par contre, prendre une roue haute qu'on utilise déjà depuis des années sans aucun problème, ça on n'aura plus le droit. S'il y a trop de vent pour mettre une roue haute, il y a sans doute trop de vent tout simplement pour faire du vélo. Et après, c'est à chacun, pratiquant et aussi compétiteur et organisateur, de dire aujourd'hui, c'est pas possible, on a les alertes météo pour ça. Et s'il y a trop de vent pour mettre des roues qu'on aurait mis en temps normal, c'est tout simplement qu'il ne faut pas aller faire de vélo. Donc voilà, ce qui est problématique, c'est que nous, pratiquants, on risque de devoir acheter des choses qu'on ne souhaite pas, on risque de devoir peut-être changer pour si on est compétiteur à un moindre niveau ou si on a des jeunes, des enfants, moi je pense aux minimes, aux cadets, qui vont avoir des gros cintres, qui vont devoir peut-être tout changer et qui vont se retrouver avec du matériel inadapté et surtout qui n'apprendront pas les bases de la compétition. Si on parle vraiment de la compétition, c'est ce que l'UCI sanctionne, eh bien c'est l'aérodynamisme, la maniabilité, c'est frotter dans un peloton, mais au frotter avec un petit cintre qu'un gros. Et tout ça, on va pas leur apprendre et on va leur imposer un matériel qui n'est pas adapté à leur gabarit et ça va remonter jusqu'à petit gabarit dans les pelotons. Et c'est vraiment dommage que personne n'ait été consulté pour ça et surtout que ce ne soit pas adapté à la personne parce que c'est encore nous qui allons payer de devoir le fait que les marques vont refaire des moules pour pouvoir proposer du matériel UCI légal et donc utilisé par les professionnels. Et enfin, il faut vraiment se poser la question, est-ce que le cyclisme professionnel, World Tour, ne devrait pas être un petit peu comme le rallye ou la F1, c'est-à-dire un petit peu un laboratoire et que les règles ne soient pas les mêmes pour eux que pour les autres compétiteurs et que les fabricants puissent donc proposer quelque chose pour nous et faire des expériences à l'UCI, sur les courses sanctionnées par l'UCI. C'est un petit peu ce qui se passe avec les prototypes. Les marques ont le droit d'utiliser un vélo pendant 1 an avant de le commercialiser, mais tout derrière doit être commercialisable et donc tout ce qu'ils font pour les professionnels le font en fait pour nous et nous imposent les règles et les exigences des professionnels. Peut-être qu'il est temps de séparer ce qui se fait chez les pros et ce qui se fait chez les amateurs et les enthousiastes parce que depuis le disque et depuis l'électrique, on voit bien qu'il y a un décalage, une flambée des prix et on perd le choix finalement. Et ça, même si moi je suis un défenseur de ces nouvelles technologies, le fait de perdre du choix et d'augmenter la facture, ça c'est pas viable pour longtemps pour l'industrie du cycle. Et si l'industrie du cycle ne va pas bien, le cyclisme professionnel n'ira pas bien. Allez, on revient à plus d'actualité et on va parler de Remco Evenepoel. Et s'il a eu un Tour de France compliqué, notamment par sa chute hivernale, eh bien la rumeur s'est confirmée et ça a fait grand bruit. Il va quitter l'équipe dans laquelle il était depuis le début, la Soudal Quick-Step, pour aller à la Red Bull Bora. Alors, est-ce que ce move va lui permettre de gagner le Tour de France? Parce que c'est évidemment l'objectif affiché. On sentait depuis longtemps cette volonté de quitter la Soudal Quick-Step. Il avait été question d'un transfert chez Ineos, par exemple. Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, selon Remco, tout simplement. Peut-être aussi que la Soudal, c'est une équipe qui, dans son ADN, a les classiques, et notamment les classiques pavés, mais certainement pas les grands tours. Chasseur d'étape, oui. Vainqueur de classements généraux sur les grands tours, très peu, très rarement, et pas le Tour de France. Et ça, finalement, même si Patrick Lefebvre a encouragé un changement d'effectif, notamment autour de Remco, pour le Tour de France, finalement, ça a mis du temps à fonctionner et ça fonctionne très peu. Remco est assez vite seul en montagne et surtout, il est excellent en chrono, mais sur l'enchaînement des 3 semaines, il a quand même des hauts et des très hauts. Il a gagné une Vuelta, mais il a aussi beaucoup de très bas et ça, visiblement, à la Soudal Quick-Step, on n'arrive pas à le gérer. Alors il va à la Red Bull Bora. Pourquoi la Red Bull Bora? Tout simplement parce qu'il lui fallait une équipe avec Specialized. Et oui, c'est sans doute l'une des toutes meilleures marques de vélo au monde et c'est surtout une marque qui a tout construit autour de Remco. On parle beaucoup de ses victoires en contre-la-montre, il le doit aussi à toute la recherche qui a été faite avec la marque américaine. Le casque a été créé pour lui, alors certes derrière il est efficace sur d'autres personnes, mais il a été créé d'abord sur lui. Le vélo, ils l'ont refait quand il est arrivé chez les pros. Il y en a sans doute un en préparation parce qu'il commence à avoir quelques années, le vélo de chrono, même s'il est toujours excellent. Bref, Remco ne voulait pas quitter Specialized et forcément, ça limite déjà les points de chute. Ensuite, la Red Bull Bora, c'est Red Bull. Sauf que Red Bull, on le sait, il y a beaucoup d'argent, mais il y a surtout un Athletic Center en Autriche, là où d'ailleurs il s'est soigné après sa chute cet hiver, comme quoi ce transfert était dans les papiers depuis très longtemps. Et ce centre athlétique, il est à la pointe de tout. Les équipes de F1, de foot, etc. Il est mondialement réputé avec les meilleurs spécialistes dans tous les domaines, que ce soit pour gérer les blessures, c'est très connu pour ça, mais aussi pour gérer l'entraînement, la santé, la recherche, etc. Et ça, c'est un atout majeur pour Remco Evenepoel, d'autant qu'il a les infrastructures et les spécialistes, et il a également 2 spécialistes de renom que sont Dan Bigham et Johnny Walsh. Il faut aussi ajouter
un Français qui s'appelle Kevin, mais j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé, et qui est en fait le pôle performance de la Red Bull Bora, qui est ces 3 transfuges de Ineos Grenadier, et qui ont changé à l'hiver dernier, sans doute pour préparer le terrain pour l'arrivée de Remco, et lui dire, regarde les spécialistes qu'on a, ces gars-là, c'est tout simplement des gars qui sont les références de l'optimisation, que ce soit pour le matériel et l'aérodynamisme avec Dan Bigan, qui était le recordman du monde de l'heure avant que Ghana le batte, à près de 55 km/h. Et Johnny Walsh, lui, c'est plutôt la partie physiologie et entraînement où il excelle, et donc ils ont été tous les deux recrutés pour ça et pour dire à Remco, on a les gars qui ont bossé à Ineos et qui savent gagner un grand tour, qui sauront t'amener au meilleur des niveaux. Et ça, forcément, c'est un atout considérable. Et à Red Bull Bora, on a aussi fait venir son directeur sportif Klaas Lodewijk. On sait que souvent, un coureur, un leader est associé à un directeur sportif, que cette confiance est importante dans la voiture, d'avoir ce soutien-là. Et il vient avec lui dans ses bagages. On crée réellement un environnement autour de Remco Evenepoel pour lui permettre de gagner les plus grandes courses. Alors, comment ça va se passer à Red Bull Bora? Ok, c'est bien pour Remco Evenepoel, sauf qu'il y avait du monde avant lui. Il y avait Lipovic, qui quand même progresse chaque année, qui vient de faire 3e du Tour de France, ce qui égale le meilleur résultat de Remco dans la grande boucle. Il y a Primoz Roglic, je ne vais pas vous le présenter. Il y a Giulio Pellizzari, ancien meilleur jeune du Giro. Comment ça va se passer? Alors oui, ça fait un joli train de montagne, on peut rajouter Daniel Felipe Martinez. Ça fait une grosse équipe. Mais comment on associe ces gens? Par exemple, un Florian Lipovic, il grandissait un petit peu dans l'ombre et épaulé par Primoz Roglic. Peut-être qu'il attendait d'être leader unique avec la fin de carrière qui se précise pour Primoz Roglic, par exemple. Et sauf qu'il voit arriver un coureur très jeune et surtout très performant. Donc, comment ils vont réussir à gérer tout ça? C'est pas simple. Surtout que, comme je l'ai dit, Remco, il vient avec son directeur sportif. Donc il vient clairement en leader unique, il vient pas pour partager le leadership. Et d'ailleurs, même si Remco est un coureur que j'apprécie de plus en plus et qui mûrit beaucoup, on l'a quand même très rarement vu au service des autres. Et là, à un moment donné, il va falloir faire plaisir à tout le monde. Si lui, il veut du soutien, il va falloir qu'il en donne un moment. Comment ça va se passer? Et ça, bon courage à Ralph Denk, le manager général de l'équipe, pour organiser tout ça. Ça fait longtemps que tout le monde est au courant et que donc, si ça avait gêné quelqu'un ou s'il n'avait pas trouvé de terrain d'entente, sans doute il y aurait eu plus de mouvements dans les transferts et plus de sorties de la Red Bull Bora. En tout cas, il va falloir faire quelque chose parce que oui, le train en montagne va être impressionnant, mais il y a aussi beaucoup de coureurs capables de gagner et ça, c'est jamais facile à gérer. Alors encore une fois, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire à Ineos Grenadier par le passé, mais il va falloir recréer la chimie et que la mayonnaise prenne la saison prochaine. Quel impact pour le peloton? Eh bien la Soudal Quick-Step, depuis le départ de Patrick Lefevere cet hiver, qui d'ailleurs a refusé de s'exprimer sur ce transfert alors que d'habitude il est très bavard sur tout ce qui se passe, eh bien c'est Jurgen Forey qui a repris les rênes et il semblerait qu'il ait qu'il a accepté en tout cas le départ de Remco et qu'il redirige l'équipe un petit peu plus sur les classiques. En effet, on a annoncé Jasper Stuyven et Dylan Van Baarle comme arrivés, donc ça c'est quand même deux gars très solides, un vainqueur de Paris-Roubaix et un vainqueur de Milan-San Remo. Ils savent gagner des classiques et des monuments. Et on sait aussi qu'il y a le développement d'un coureur comme Paul Magnier, par exemple, sur lequel on mise beaucoup et qui a le profil idéal pour remporter classique et semi-classique belge. Parce que la Soudal Quick-Step, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas fait un top 10 à Paris-Roubaix, 2 ans qu'ils n'ont pas fait un top 10 au Tour des Flandres. Et ça, c'est une anomalie absolument incroyable pour cette équipe qui gagne normalement au moins un monument par an. Alors, dès 2026, il est peu probable qu'il y ait des gros effets. Car en effet, si Stuyven et Van Baarle ont déjà gagné des monuments, il est de plus en plus difficile de le faire, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de coureurs différents qui gagnent des monuments. Une fois que Van der Poel et Tadej Pogačar ont pris le départ de la course, il y a quand même 3 monuments sur 5 qui sont remportés, voire 4. L'an passé, c'était tout pour Tadej et Mathieu et un pour Philipsen, mais du coup ça fait quand même peu de monde qui gagne des monuments depuis quelques années. Donc ça va être difficile et surtout, il manque pour l'instant la pépite qui peut vraiment dire je vais gagner Paris-Roubaix, je vais gagner le Tour des Flandres. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que là aussi, on crée l'environnement favorable à ce retour sur les classiques. Et avant de vouloir regagner Paris-Roubaix, il va peut-être falloir regagner des semi-classiques ou des classiques type Ganjvel Game, Grand Prix E3, et aussi des Ardennaises, ou des comme un Liège-Bastogne-Liège, ou ça c'est un peu chasse gardée de Tadej Pogačar, mais une Flash Wallonne ou autre, pour que la Soudal retrouve son âme. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, ça nous fait plaisir de voir une nouvelle équipe Soudal Quick-Step, nouvelle génération qui va devenir compétitive sur les classiques parce que pour l'instant, Alpecin domine les débats avec Trek qui challenge un peu et c'est très bien de voir une 3e équipe sur les classiques belges reprendre sa place tout simplement et recréer un petit peu de spectacle. Et surtout, la force de la Soudal, ça a toujours été son collectif avec beaucoup de coureurs capables de gagner et ça crée forcément des mouvements et des courses inattendues. C'est forcément bien pour eux, mais c'est surtout forcément bien pour nous, spectateurs. Dès 2026, ce sera mieux et à partir de 2027, c'est sûr que là, ils trouveront un leader capable de gagner, soit un des jeunes qui progresse, soit une fin de contrat ailleurs. On sait que Alpecin est en recherche de sponsors
pourquoi pas un Mathieu Van Der Poel à Soudal Quick-Step. J'y crois pas trop, mais on sait que l'équipe cherche des sponsors. Et on sait aussi que Mathieu Van Der Poel, forcément, c'est une grosse masse salariale et qu'il faut un gros sponsor pour pouvoir l'assumer. On a le droit de rêver, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va faire des nouveaux acteurs sur les classiques. Et ça, c'est bien parce que pour l'instant, les grands tours, c'est plutôt chasse gardée. Libre à Racom de nous faire mentir. On reste dans le milieu des professionnels et vous avez sans doute suivi le Tour de France Femmes avec la splendide victoire de Pauline Ferrand-Prévot. Et si c'est le cas, vous n'avez pas pu passer à côté de la polémique autour du poids des coureuses et par extension du poids du peloton professionnel en général. Effectivement, Pauline a annoncé qu'elle avait perdu 4 kilos par rapport à sa victoire à Paris-Roubaix dans le but de remporter le Tour de France. A contrario, sa dauphine Demi Vollering a dit qu'elle ne sacrifierait pas sa puissance et sa santé pour avoir un poids toujours plus bas, parce qu'on lui a demandé est-ce que vous allez perdre des kilos l'an prochain pour être plus compétitive. Question un petit peu osée, mais auquel elle a répondu que non, elle préférait avoir sa santé avec elle. Et c'est Cédrine Carbol qui avait un petit peu lancé la polémique en début de Tour de France, car elle est nutritionniste, ou en tout cas diététicienne, et elle a du même avis que Demi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notamment une femme qui a plus ses règles à cause d'un poids trop faible, c'est pas normal et c'est surtout pas très sain, surtout si ça dure pendant des années. Alors il y avait un petit peu deux écoles. Je dois reconnaître que j'ai aussi apprécié la réaction de Pauline, qui a jamais dit qu'il fallait faire ça et que tout le monde devrait faire ça. Elle a dit j'avais un objectif, et pour remplir cet objectif, il fallait perdre du poids, je l'ai fait. Le sport de haut niveau, c'est pas bon pour la santé, je le savais, mais il fallait que je gagne. Je voulais gagner, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Moi, j'apprécie cet état d'esprit de j'ai un objectif et je fais tout ce qu'il faut pour. Elle a jamais dit qu'elle resterait 3 ans à ce poids-là. C'est sans doute pour quelques mois et ensuite elle reprendra un petit peu du poil de la bête. C'est un point de vue qui se défend, du même que celui de Demi Vollering se défend, dans le sens où, ok, on est des coureurs cyclistes, mais on est aussi des hommes et des femmes d'abord, et la santé, c'est pas négligeable. Justement, le sport de haut niveau est assez dur comme ça. On n'a pas besoin d'en rajouter. Alors moi, la vraie question, physiologiquement, je pense qu'être très maigre pendant un mois ou deux, c'est pas si grave parce qu'il y a un but précis, que c'est un travail et qu'on sait que c'est extrême. Par contre, c'est la santé mentale qui est importante. Et là, on a vu Clara Koppenberg, la coureuse de Cofidis, qui a pris la parole. Clara Koppenberg, elle était connue pour être extrêmement maigre pendant des années. Et ensuite, elle a changé d'équipe, changé d'objectif et elle a repris du poids. Elle gagne à l'heure actuelle un petit peu moins de courses, mais elle a pu prendre la parole en disant que oui, elle gagnait un petit peu moins de courses, qu'elle était peut-être un petit peu moins performante à l'heure actuelle, mais qu'elle avait traversé une période de plusieurs années extrêmement difficile, que ça faisait 7 ans qu'elle n'avait pas eu ses règles, ce qui est évidemment catastrophique pour son corps, et qu'elle préférait 100 fois être maintenant comme elle est, plutôt que ces années où finalement c'était énormément de troubles alimentaires et de troubles du coup un petit peu psychologiques. Et donc, elle défend plutôt le point de vue de Vollering et Carbol de prendre soin de sa santé, mais surtout de prendre soin de sa santé mentale, parce qu'elle n'était pas comme ça, parce qu'elle avait un but en tête, et parce que c'était facile, elle était comme ça au prix de beaucoup de troubles et de sacrifices énormes, et surtout d'un état mental pas du tout sain. On lui souhaite de retrouver finalement la forme aussi, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas encore revenue à son niveau, qu'elle n'est pas encore complètement guérie, et que donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est justement en réalisant le temps que ça lui prend de revenir en bonne santé qu'elle réalise et qu'elle dit voilà, c'était beaucoup trop dangereux et ce n'était pas quelque chose à faire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a pas tous besoin d'être aussi maigres. Réservons ça au cours du Tour de France. Ils sont suivis, ils sont encadrés, ils sont payés très cher pour le faire. Ça ne nous concerne pas nous, et je parle notamment aux jeunes filles. On a vu déjà des jeunes filles dire je veux faire comme Pauline et perdre du poids et sauter des petits déj. Attention à ce qu'on voit sur les réseaux quand Pauline dit je peux manger aujourd'hui parce que la pince à plis cutanée a dit que c'était ok. C'est des brides de choses sorties de contexte, on n'est pas entouré pareil. Il ne faut pas le faire sans savoir ce qu'on fait. L'idéal, ça reste d'être en bonne santé d'abord. Et surtout, n'oublions pas que c'est un rapport poids-puissance que l'on cherche. On peut effectivement perdre du poids, mais on peut aussi gagner de la puissance. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ses limites physiologiques et au maximum de la puissance que l'on peut gagner grâce à l'entraînement, il ne sert à rien de vouloir perdre trop de poids. La pratique du vélo elle-même permet de quand même avoir un poids de forme normalement plutôt sympa pour celles et ceux qui visent la compétition. Il faut aussi se poser la question, on n'a pas tous besoin de grimper la Madeleine et de gagner après 1 heure d'ascension à 6 ou 7%. Et si ce n'est pas le cas, et être toujours plus maigre, ça ne sert à rien, au contraire, c'est dangereux et sans doute même délétère pour la performance. En tout cas, prenez soin de vous, et si vous êtes encadrant et que vous avez des jeunes avec vous, essayez de transmettre le bon message et surtout de les rassurer, et évitons les pratiques drastiques et beaucoup trop extrêmes. En parlant d'extrême, on va rester quand même un petit peu dans ce domaine-là, puisque on va parler un mot d'ultra-endurance, et Max aurait été ravi de vous transmettre lui-même la nouvelle, mais je vais le faire à sa place, puisque Victor Bossini, le Français, remporte la Transcontinental Race, 4815 km en autonomie totale, à travers l'Europe. On part en Europe de l'Ouest, on finit en Europe de l'Est. Il a mis 10 jours et 16 heures, et à 23 ans, il devient tout simplement le plus jeune vainqueur de l'épreuve, avec une avance extrêmement confortable sur ses poursuivants. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une guerre pour le dernier ferry. Il fallait prendre un ferry avant d'aller à l'arrivée.
il a réussi quelque part à sprinter pour prendre le ferry d'avant ses adversaires, et donc ça lui a donné un avantage considérable sur les autres qui ont dû attendre celui d'après. Et donc le Français remporte cette épreuve très réputée. J'ai ouï dire que Max un jour voulait participer à cette course-là. C'est sûr que s'il le fait, vous serez les premiers informés et surtout vous aurez un petit doc là-dessus. Allez Max, on compte sur toi. Allez, du côté des courses maintenant, une nouvelle assez incroyable. Decathlon H2R, la mondiale, a perdu 3 maillots de leader sur le week-end. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal, mais il faut quand même remettre en perspective. On y vient tout de suite. Alors sur le Tour de Pologne remporté par Brandon McNulty au terme du dernier contre-la-montre, c'est Paul Lapera qui, après avoir gagné une étape, a perdu le maillot de leader. Il l'a perdu finalement à la pédale, et en plus il y avait le chrono final, donc c'était malheureusement assez prévisible pour lui, et il perd face à des spécialistes de l'exercice. Donc il n'y a pas du tout à rougir, d'autant qu'il va gagner une splendide étape en costaud pour l'ancien champion de France. Donc en fait, oui, il a pris un maillot de leader qu'il a perdu, mais il a quand même remporté une très très belle étape en World Tour, donc c'est quand même pas rien. Un petit peu même son de cloche du côté de Burgos, et là c'est Léo Bizio, le néo-professionnel, qui remporte sa première victoire. Et pour sa première victoire, il endosse le maillot de leader également, qu'il va perdre au profit de Isaac Del Toro. Là encore, il n'y a pas à rougir, les parcours étaient extrêmement difficiles, et Isaac Del Toro, c'est quelqu'un qui aurait pu gagner le Giro si il n'avait pas que des jambes, et c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui est très fort, alors que Léo Bizio, très fort, a déjà fait ses preuves, mais il est beaucoup plus jeune, il remporte sa première victoire, donc finalement, c'est extrêmement prometteur, puisque remporter une telle victoire en étant aussi jeune et en étant dans sa première année professionnelle, c'est tout simplement remarquable. Et apprendre à défendre ce maillot leader, c'est aussi très formateur pour la suite, et c'est finalement une des meilleures choses qui pouvait lui arriver pour le futur, parce que maintenant qu'il sait perdre les maillots, il sait aussi comment les garder, et il montre tout son potentiel, même si on n'en doutait pas beaucoup. Et enfin, on va du côté de Tour de l'Ain, où Sian Hultebroek, au terme d'une dernière étape maîtrisée tactiquement par la Visma Lease the Bike, comme ils savent le faire, renverse Nicolas Prodhomme, qui lui aussi, vainqueur d'une étape, avait le maillot de leader et qui le perd. Il s'est fait prendre un petit peu en tenaille en fait, par les coureurs Bentulet et Hultebroek de la Visma Lease the Bike. Il faut dire que Nicolas Prodhomme, c'était sa 5e victoire de sa carrière et aussi sa 5e victoire de la saison. Imaginez un petit peu la saison qu'il fait et la révélation que représente Nicolas Prodhomme. Ces 3 coureurs qui seront dans l'équipe l'année prochaine et qui vont, à n'en pas douter, engranger d'autres victoires malgré ce week-end un petit peu où tout se goupille un petit peu mal pour la Decathlon H2R la mondiale. Du côté de l'Arctic Race of Norway, il faut noter la victoire générale de Corbin Strong, mais surtout la 98e victoire de sa carrière pour Alexander Kristoff, le vétéran norvégien, et va prendre sa retraite à la fin de l'année. Il lui reste quelques courses pour essayer de scorer 2 victoires et atteindre la barrière des 100, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Sa première victoire, c'était en 2007, et depuis 2011, il gagne tous les ans. Rendez-vous compte. Allez, cette fois, c'est vous qui pouvez gagner. Effectivement, on vous propose, grâce à Wahoo, un jeu concours. Et vous pouvez gagner un pack complet qui comprend un GPS Element Ace, une ceinture cardiaque et le radar arrière. On vous a déjà tout présenté sur la chaîne, nous on les utilise quasiment quotidiennement. Il faut aller dans le lien qui est en description, vous aurez une question à laquelle répondre. Max aussi avait confirmé la véracité de cette réponse, puisque la question c'est quelle est la durée de vie de la batterie du Element Ace. Donc voilà, vous avez jusqu'au vendredi 22 août à 10 h pour répondre au questionnaire, le lien est dans la bio. Et enfin, si vous suivez le GCN Show toutes les semaines, vous savez que mercredi à 19h30, il y a le GCN Club Ride sur Zwift. Et c'est moi qui vais l'animer cette semaine. Donc si vous voulez qu'on se retrouve à la fraîche, si vous avez la clim, ça évitera d'aller dans les 40 degrés à l'extérieur. Ou si vous travaillez, ou si vous avez fini votre apéro ou votre barbecue et que vous voulez l'éliminer, on se retrouve à 19h30 sur Zwift ce mercredi. La semaine prochaine, Max sera toujours en train de rouler. Et oui, quand je vous dis qu'il prépare un sacré coup, c'est pas pour rien. On le retrouvera dans 15 jours. Mais moi, je serai fidèle au poste la semaine prochaine et ce sera toujours un plaisir de vous retrouver. D'ici là, roulez bien. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qui sortent cette semaine. Et je vous dis à bientôt.